Je vais donner la parole à Bernard Bartschik et aussi pour lui d'être un philosophe international. C'est-à-dire souvent on parle en direct de notre vision un peu française et l'intérêt des travaux de Bernard, c'est que non seulement il est suisse et il a une ouverture sur le monde. Donc sa pensée philosophique, elle est très enrichie par des tas d'apports, des tas de regards philosophiques, notamment anglo-saxons. Merci pour l'invitation. Bon, je dois quand même vous avouer que j'habite à 7,5 km de la frontière française, donc je ne suis pas très éloigné quand même de la France. Et dès que je prends mon vélo, je suis tout de suite en France parce que la Suisse est trop peuplée. Donc, voilà. Je suis aussi effectivement membre du comité d'éthique de l'INSERM. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais aujourd'hui à Paris et que ça m'a donné l'occasion de faire deux choses à la fois. Alors effectivement, j'ai enseigné je suis à la retraite maintenant, j'ai enseigné la bioéthique à la faculté de médecine de l'Université de Genève et la philosophie morale et politique au département de philosophie. Voilà, donc je suis philosophe, mais je me suis intéressé depuis pas mal de temps aux neurosciences. J'ai même commis un bouquin en français. Il y a encore peu de choses en français qui s'appelle La neuroéthique, paru je crois en 2009 à la Découverte. Et il y a 3-4 livres en français. Pas énormément. Le débat n'a pas commencé comme il l'a commencé depuis bien plus longtemps dans les pays anglo-saxons ou dans les pays du nord de l'Europe. Parce qu'effectivement, en 2002, à San Francisco, s'est tenu un congrès organisé par la fondation Dana, c'est l'Alliance pour le cerveau, la fondation Dana, qui réunissait des neurologues, des neuroscientifiques, des neuropsychologues et des philosophes, dans une sorte de congrès fondateur où a été employé le mot neuroéthique par un journaliste du New York Times, William Safire. Et depuis ce moment, depuis 2002, dans le pays anglo-saxon, il y a véritablement des bibliothèques entières qui ont été écrites. Bien sûr, alors il y a des travaux de neuroscientifiques dans des revues spécialisées, accessibles à tout le monde, mais enfin, qui sont des recherches pointues. Et puis beaucoup de livres de vulgarisation, dont peut-être le premier et le plus connu est celui de Damasio, qui s'appelait L'erreur de Descartes. Enfin, le titre fait référence à un philosophe, mais c'est des neurosciences. Antonio Damasio, donc, qui est un des chercheurs pionniers dans ce domaine-là. Alors, bon, immédiatement après, quand on peut parler de neuroéthique, on n'est pas obligé, on peut parler aussi d'impact ou d'implication éthique des neurosciences. Enfin, tout ça, c'est un peu la même chose. Mais immédiatement, dans la foulée de ce congrès de San Francisco, une neurologue américaine qui est en même temps philosophe, Adina Roskies, a essayé de voir quels étaient les problèmes que recouvrait la neuroéthique. Et elle a déterminé 3 domaines. Je trouve que c'est assez clarifiant la façon dont elle a présenté les choses. Elle a d'abord dit qu'il y avait effectivement une éthique de la pratique des neurosciences. C'est le premier sujet, donc 3 sujets. Éthique de la pratique des neurosciences, comment doit-on pratiquer les neurosciences de manière éthique? Alors, c'est pas très nouveau, enfin beaucoup de choses ne sont pas très nouvelles, ça implique notamment qu'on demande le consentement libre et éclairé des sujets de recherche ou des patients, c'est très classique, mais il y a un nouveau chapitre qui rapidement est venu se greffer là-dessus, qu'on trouve aussi d'ailleurs en génétique, c'est ce qu'on appelle les découvertes secondaires ou les découvertes fortuites. En effet, surtout dans la recherche en neuropsychologie, vous savez que donc, depuis qu'on utilise l'imagerie cérébrale, on essaie de voir ce qui se passe dans le cerveau. Et comme on n'a pas beaucoup de patients à disposition, en neuropsychologie, on fait des scans du cerveau des étudiants. Ça fait partie du job des étudiants de faire une ou deux expérimentations où on va scanner leur cerveau. Or, dans environ 5% des cerveaux, on découvre des anomalies qui n'étaient pas prévues. Ça peut être des tumeurs, ça peut être des anévrismes, ça peut être énormément de choses. Et la question s'est posée, mais comment va-t-on gérer tout cela? Vous voyez, vous êtes étudiant, vous allez faire un petit scan pour, en fond, c'est à la limite amusant, pour voir ce qui se passe dans votre cerveau, on vous découvre une tumeur et tout le monde la voit, la tumeur, sauf vous qui êtes dans l'appareil. Comment va-t-on gérer cela? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des médecins dans les équipes? En plus de ça, les appareils n'ont pas la même résolution dans la recherche neuropsychologique et dans la recherche médicale. De la même manière, si vous êtes patient aussi, vous allez peut-être faire un IRM pour voir telle ou telle chose. On peut découvrir plein de choses qui n'avaient pas été prévues. Maintenant, dans les décryptages du génome, c'est aussi la même chose. Donc, la gestion de ces découvertes secondaires qu'on appelle fortuites ou incidentes, etc., est un problème de bioéthique nouveau qui, d'un côté, paraît tout simple, mais qui, d'un autre côté, ouvre quand même pas mal de débats sur la confidentialité, sur le caractère privé de ce qui se passe dans notre boîte crânienne, etc. Ça, c'est un premier groupe de problèmes
que l'on rencontre et qui sont peut-être, qui ne sont pas des grands problèmes de société, mais qui pour les personnes qui font des neurosciences sont des problèmes importants. Il y a un deuxième groupe de problèmes, et là on en a déjà parlé un petit peu auparavant, c'est les implications éthiques des neurosciences, ou plus précisément les conséquences des progrès de la connaissance du cerveau sur nos conceptions sociales, éthiques et philosophiques. Alors Baptiste Moutot va vous parler d'anthropologie, après il s'agit notamment de cela. Qu'est-ce que la connaissance du cerveau modifie de notre conception de l'être humain? Alors, bon, il y a énormément de choses là autour, mais il y a un certain nombre de chapitres qui sont peut-être un petit peu plus urgents ou un peu plus, disons, immédiatement intéressants. Oui, Arthur Kaplan, qui est un bioéthicien américain, avait dit en 2002, pendant ce congrès, dans 10 ans, il faisait la prédiction suivante, il y aura une série télévisée dont le titre sera « Mon cerveau me l'a fait faire ». L'idée, c'est que l'agent, c'est plus le sujet lui-même, l'agent, c'est le cerveau. Et je ne sais pas s'il y a une série télévisée, je ne suis pas spécialiste. Seulement, par contre, ce qui est vrai, c'est que l'intervention ou l'interférence du cerveau dans notre conception de l'action humaine, il est déjà bien présent. Et c'est notamment le cas devant certains tribunaux. En 2009, je crois, en Italie, une personne qui a été condamnée pour agression et en appel, sa peine a été diminuée parce qu'il était porteur d'un gène qui augmente l'agressivité, le gène MAOA qui se traduit au niveau du cerveau par des sécrétions de neurotransmetteurs qui augmentent l'agressivité. Et donc sa peine a été diminuée parce qu'il était moins responsable. Donc ça pose bien sûr la question de la responsabilité humaine. Mais en même temps, ça pose d'autres problèmes parce que certains ont immédiatement fait remarquer ceci. Oui, mais bon, cet individu, il est câblé de telle manière qu'il est plus agressif. Mais il est d'autant plus dangereux que quelqu'un d'autre, puisque, vu que c'est dans ses gènes, il est incapable de se maîtriser. Donc il faut le condamner plus lourdement, puisqu'il est plus dangereux. Et les débats ont déjà commencé au niveau juridique, et peut-être moins dans nos pays que dans les pays américains, mais en 2013, Adrian Raine, qui est un neurocriminologue américain, a sorti un bouquin qui s'appelle « L'anatomie de la violence », l'anatomie de la violence, où il essaie de montrer qu'en regardant des images de cerveau de condamnés à mort, on observe des choses qu'on n'observe pas dans les cerveaux normaux. Bon, il ajoute, mais ça c'est un peu la petite pointe, que ce qui l'a fait s'intéresser à la neurocriminologie, c'est quand il s'est rendu compte que son cerveau était le même que celui de ces grands criminels. Mais enfin, lui, il n'a tué personne, en tout cas jusqu'à maintenant. Enfin bon, ça c'est un petit peu la boutade, mais l'imagerie cérébrale pourrait nous donner des indications sur la responsabilité, la criminalité des personnes. Non seulement des condamnés, mais aussi pour la récidive, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse beaucoup en tant que société. Quand on libère un criminel dangereux, un pédophile, un assassin, etc., parce qu'il a purgé sa peine, peut-on prédire s'il va récidiver ou pas? Alors, je ne dis pas que les neurosciences nous donnent la réponse, parce que je pense qu'au contraire, elles ne nous la donnent pas. Comme on vous l'a dit, ça ne donne que des probabilités. Mais il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens-là et qui posent la question de savoir effectivement, est-ce que l'être humain, c'est son cerveau, ou est-ce que l'être humain, c'est quelque chose de plus que son cerveau? Et on se rend compte aussi, on vous a parlé avant de la neuromodulation, c'est-à-dire on peut modifier l'état du cerveau par certaines substances et on peut modifier le comportement. Par exemple, une étude a été menée sur une molécule qui s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine est une très très vieille molécule qui fait toutes sortes de choses chez les mammifères et dans l'être humain notamment. Notamment, c'est lui qui déclenche les contractions lors de l'accouchement. Mais l'ocytocine ne fait pas seulement cela. Et en administrant de l'ocytocine à des étudiants, en faisant une étude on s'est rendu compte que l'ocytocine augmentait l'aversion à causer un dommage à autrui. Si je vous fais sniffer de l'ocytocine, et je vous mets dans une situation, c'est dans des jeux d'économie, etc., de causer un dommage à autrui, de l'empêcher qu'il gagne de l'argent, des choses de ce genre-là, vous allez avoir plus de réticence si vous avez sniffé de l'ocytocine que vous n'en avez pas sniffé. Voilà. Donc, en vous faisant respirer de l'ocytocine, on module
votre aversion à causer du dommage à autrui. Vous allez dire, mais c'est génial, faisons respirer de l'ocytocine à tout le monde. Souvent, en général, on pense qu'il faudrait en faire respirer pas à soi-même, mais à son conjoint, à ses collègues, etc. Bon, c'est une parenthèse que je referme. Mais en même temps, on s'est rendu compte, d'autres études ont montré qu'attention, l'ocytocine, c'est vrai que ça diminue l'aversion, ça augmente l'aversion à causer du tort à autrui, mais seulement aux membres de son propre groupe, seulement aux membres de sa tribu, pas du tout aux étrangers. Voilà. Donc c'est quoi? C'est une amélioration morale ou une détérioration morale? Et vous voyez immédiatement qu'en agissant sur le cerveau et le comportement humain, se pose la question de savoir c'est quoi un comportement moral. On aimerait tous que les gens soient plus moraux. On commence avec nos enfants en essayant de les éduquer, ça marche plus ou moins bien. Hein. Si on ajoute des outils de neuromodulation, pour pouvoir les utiliser, il faut déjà se mettre d'accord sur c'est quoi un comportement moral. Alors, dans certains cas extrêmes, c'est facile, mais dans de nombreux autres cas, c'est une toute autre histoire. Et donc, vous avez, alors de la même manière, on utilise toutes sortes de substances pour essayer de nous doper cognitivement, pas seulement moralement. Les résultats sont assez mauvais jusqu'à maintenant, on n'obtient pas beaucoup de résultats. Il y a les amphétamines qui fonctionnent, mais déjà Sartre prenait des amphétamines, il a écrit Les Traits de néant sous amphétamines. Baudelaire prenait d'autres substances, c'est pas nouveau l'idée de prendre des substances pour essayer de se booster. Et je viens de lire une étude qui semblait montrer que dans les années 1930, on en prenait plutôt plus que moins, que maintenant. Mais bon, c'est difficile de modifier les états mentaux de la personne pour les rendre meilleurs. Le dopage, à part dans le domaine sportif, pose toutes sortes de problèmes. Ça, c'était, vous voyez, donc un deuxième groupe de questions liées au fait que l'étude du cerveau, la meilleure compréhension du cerveau, va modifier notre conception du fonctionnement humain, de l'être humain, de ce que c'est qu'un être humain optimal, fonctionnel, bon, etc., etc., et de ce que c'est que la responsabilité de l'être humain vis-à-vis de ses actes. On sait depuis longtemps. On sait depuis longtemps que si vous avez une tumeur au cerveau, ça va modifier votre comportement. Mais maintenant, on arrive à visualiser les choses, et tout ce qu'on appelle la médecine prédictive, c'est-à-dire de pouvoir prédire on vous en a parlé, le développement des maladies, mais aussi la prédictivité des comportements sociaux, est un chapitre important. Pas nouveau non plus, d'une certaine manière. Hein. En 1800, le médecin Franz Joseph Gall palpait les crânes pour savoir si les enfants étaient doués pour les maths ou pour d'autres choses, ou s'ils avaient une propension à devenir des criminels ou pas. Parce qu'on pensait que quand on avait des bosses sur le crâne, hein, ça dénotait des capacités particulières. On en faisait donc de la prédiction à l'aide de la palpation des bosses du crâne. Dieu merci, c'est meilleur, mais d'un côté, le fait que ce soit meilleur, peut-être c'est plus dangereux, parce qu'au moins avec Gall, on risquait pas grand-chose. Les palpations donnaient pas grand-chose. Maintenant, peut-être une toute autre histoire. Je vais terminer par là, un troisième domaine qu'Adina Roskies avait souligné, c'est ce qu'elle appelle la neuroscience de l'éthique, c'est-à-dire l'approche scientifique de notre comportement moral. Maintenant qu'on peut voir dans le cerveau, alors on peut voir, mettez des guillemets, hein, mais par exemple, je vous ai parlé du neurodroit, les Américains, ils sont un peu calmés depuis, mais il y a une dizaine d'années, il y a eu une espèce de hype, comme ils disent, pour l'utilisation de la neuroimagerie pour les détections de mensonges. Détecter les menteurs est quelque chose que les Américains ils accordent une très grande importance. Ils ont utilisé le polygraphe, toutes sortes d'appareils, et maintenant on a essayé de savoir quelle était la signature neurale du mensonge et qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous mentez, de façon à savoir si les accusés mentaient ou pas. Hein. Il y en a des assureurs aussi, on disait là-dessus. Vous savez, pour ceux qui mentent, ils disent « Ah oui, j'ai mal partout, ça fait 6 mois que j'ai mal, je continue à me payer les subventions. » On dit « Ah, mais si on connaissait la signature neurale de la douleur, on pourrait peut-être voir s'il a vraiment mal ou s'il ment, ou s'il simule. » Vous voyez, donc il y a un usage pour le contrôle social des neurosciences qui est non négligeable. Mais au-delà de tout ça, ce qui est aussi intéressant, c'est que, évidemment, puisqu'on peut regarder dans le cerveau, on va pouvoir aussi essayer de mieux comprendre comment l'être humain fonctionne quand il prend, par exemple, des décisions. Et il y a toute une étude basée sur des dilemmes moraux. L'étude des dilemmes moraux, c'est on
on vous pose un dilemme moral, une question difficile, et puis on vous demande quelle réponse vous donnez, et puis on regarde ce qui se passe dans votre cerveau. Et on se rend compte que parfois, selon les réponses, selon les situations, ce n'est pas les mêmes zones qui répondent, et ça permet d'avancer dans nos connaissances. Je vais terminer en vous donnant juste un exemple, parce que c'est un exemple qui est très intéressant, mais en même temps relativement amusant. C'est le dilemme du wagon fou qu'on a énormément utilisé dans les études. Vous avez un wagon qui descend une voie de chemin de fer. Il est hors de contrôle. Plus bas sur la voie travaillent 5 ouvriers qui vont être écrasés. On n'a pas le temps de les avertir. Mais entre le wagon et les ouvriers, il y a un aiguillage. Si quelqu'un actionne cet aiguillage, le wagon va quitter la voie, donc les 5 personnes seront épargnées, mais il y a un seul ouvrier qui travaille sur cette autre voie, donc lui sera tué. Donc le dilemme est le suivant. Pensez-vous qu'il est permis d'actionner l'aiguillage et pour donc sauver 5 vies, mais tuer un 6e ouvrier? Et 90% des gens pensent que c'est moralement permis, c'est mieux qu'il y ait qu'un mort plutôt que 5. Bon, on change. Alors ça, après, on regarde ce qui se passe dans le cerveau, c'est une zone ventrale, enfin une zone frontale qui travaille, etc. On change un peu le scénario. Il y a de nouveau le wagon est de nouveau hors contrôle. Il y a 5 ouvriers qui travaillent, mais il n'y a pas d'aiguillage. Par contre, il y a une passerelle qui passe sur la voie, et sur cette passerelle, il y a un très gros homme. Si ce gros homme tombait sur la voie, il serait tué, mais il arrêterait le wagon. A-t-on le droit de pousser le gros homme pour le faire tomber sur la voie? Je vous signale que le résultat est le même. S'il n'y a qu'un mort plutôt que 5. Or là, 90% des gens pensent que ce n'est pas permis de le faire. La question intéressante, c'est pourquoi? Alors, on peut discuter, on peut faire des théories, mais on peut regarder ce qui se passe dans le cerveau. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas les mêmes zones qui travaillent. Pour dire les choses un peu rapidement, c'est Joshua Green qui a publié là-dessus. C'est d'ailleurs traduit en français, ça se dit comme un roman. Eh bien, dans le cas de l'aiguillage, c'est, semble-t-il, plutôt les zones frontales qui font appel au raisonnement qui fonctionnent, tandis que dans la zone, lorsqu'il s'agit de pousser un gros homme, c'est plutôt les zones émotionnelles qui fonctionnent et qui nous disent en gros, ça c'est interdit, tu n'as pas le droit de faire ça. Et à partir de là, on essaie de mieux comprendre le comportement moral humain. Vous voyez en quoi les neurosciences peuvent nous apprendre pas mal de choses sur l'être humain aussi, pas seulement le manipuler, mais de mieux comprendre son fonctionnement. Je vous remercie. Alors ça serait intéressant, je ne sais pas si tu as regardé le cours de Michael Sandel à Harvard, sa théorie de justice. Je vous incite à regarder parce que ça sera ce soir un bon contrepoint par rapport à ta conclusion, puisque c'est un grand philosophe, donc Sandel, et il commence son cours, qui est en plusieurs épisodes, sur la théorie de justice, justement par ce cas que tu as évoqué. Et il y a tous les étudiants qui sont dans l'amphi à Harvard qui discutent. Et là, on n'est pas dans les neurosciences, on est dans des argumentations très rationnelles, avec des contradictions, et on est vraiment au cœur d'un débat éthique. Ça prolongera ce que tu viens de dire. Un immense merci.